Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est l'ancien président tunisien Moncef Marzouki qui a été en poste entre 2011 et 2014. Merci à vous d'être avec nous, monsieur Marzouki. Le 21 février, Kais Saied, le président tunisien, s'est référé aux subsahariens présents en Tunisie en évoquant, je le cite, des hordes de migrants clandestins, source à ses yeux de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Et il affirme que certaines parties ont reçu des grosses sommes d'argent après 2011 pour faciliter des flux migratoires, avec pour objectif non annoncé de modifier la Tunisie en État africain n'ayant aucune appartenance arabe et islamique. Ça a déclenché beaucoup de réactions. Quelle est la vôtre? La vôtre, la mienne, c'est d'abord, je voudrais présenter mes excuses en mon nom propre et je pense au nom de milliers de Tunisiens, à nos hôtes subsahariens, à nos frères et sœurs subsahariennes. Je suis absolument choqué par ce discours totalement inacceptable de la part d'un chef d'État africain. Je suis accablé par les conséquences de ce discours, parce que ce sont des conséquences extrêmement importantes au niveau humain, au niveau psychologique, au niveau politique. Ça a porté un coup, je dirais pas fatal, mais un coup extrêmement grave à notre réputation, aussi bien en Afrique qu'en dans le reste du monde. Donc pour moi, ça fait partie de l'ensemble des catastrophes dont cet homme est responsable, parce que c'est pas la première catastrophe. N'oubliez pas quand même que c'est un homme qui a divisé les Tunisiens comme jamais ils n'ont été divisés, ensuite qui nous a créé un grave problème avec les Marocains, et aujourd'hui, il nous crée un grave problème avec les Africains. Et je ne suis pas sûr que la liste noire est prête d'être close, quoi. Alors, son ministre des Affaires étrangères a réagi sur nos antennes, entre autres, en affirmant que ce n'était pas du tout raciste et que les critiques contre le président faisaient partie d'un complot entre des mafieux, des politiques, et qu'on en faisait beaucoup pour l'attaquer personnellement. Oui, vous savez, ce mot de complot est pratiquement le mot-clé qu'on entend dans la bouche de cet homme, de ce putschiste. Pour moi, il n'est plus président, c'est un président putschiste. Il a perdu toute l'égalité à partir du moment où il a créé le putsch constitutionnel. Vous savez que Hitler n'a pas créé un putsch militaire, il s'est emparé du pouvoir alors qu'il était élu par le peuple. Donc il y a des putschs constitutionnels, on n'a pas besoin de mettre de l'armée pour s'emparer du pouvoir. Donc il a éliminé la Constitution de 2014, qui était une constitution démocratique, il s'est arrogé tous les pouvoirs, il a dissous l'ensemble des instances indépendantes que nous avons mis en place pour sauvegarder l'indépendance de la justice, de l'information, etc. Donc c'est un homme qui a déjà littéralement détruit l'État démocratique que la Révolution a instauré. C'est un homme qui a aussi détruit l'économie. Et pour justifier, pour expliquer son échec, à la fois politique, économique, psychologique, puisqu'encore une fois, il a divisé les Tunisiens comme jamais auparavant, c'est la théorie du complot. Tout est la faute de comploteurs, tout est la faute de gens qui, pour expliquer le manque par exemple, de produits vitaux. L'explication, c'est, voilà, il y a un certain nombre de comploteurs qui gardent ça dans les caves, etc., pour empêcher l'économie de tourner. Tout ça, c'est du délire, parce que ça ne correspond à aucune réalité. Donc, malheureusement, nous sommes face à un homme. Donc, la seule explication pour toutes les difficultés, tous les problèmes qui causent à la Tunisie, que ce soit des problèmes économiques, politiques ou maintenant diplomatiques, c'est la théorie du complot. Alors, la théorie du complot, vous êtes vous-même condamné à 4 ans de prison, ça a été prononcé en décembre 2021, pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État. Est-ce que vous pensez que parmi ceux qui sont visés comme complotant justement contre lui, vous en faites partie? Ah, moi, je ne complote pas contre lui. Moi, j'appelle tout simplement de la façon la plus claire à son départ et à son jugement. Donc, je ne peux pas dire que je ne peux pas comploter. Comment est-ce qu'un président élu, quand même, peut partir? C'est quoi? C'est l'armée qui doit le... Non, attendez. D'abord, c'est un homme pour lequel moi, j'ai voté, comme un certain nombre de Tunisiens. Ouais. Et nous avons voté pour un homme qui a juré sur la Constitution tunisienne pour protéger cette Constitution, pour protéger les institutions, pour justement qu'on ne revienne pas à la situation d'avant la Révolution, c'est-à-dire le pouvoir personnel. Eh bien, ce contrat, c'est lui-même qui l'a déchiré à partir du moment où il a rejeté la Constitution, à partir du moment où il s'est emparé de tous les pouvoirs. C'est à partir de ce moment-là, et de ce moment seulement, que j'ai considéré que c'est un homme qui n'était plus légal, un président qui n'était pas plus légal. Et effectivement, moi, j'ai appelé toutes les institutions du pays et le peuple tunisien à mettre fin au pouvoir de cet homme qui, encore une fois, c'est lui qui a déchiré le contrat qui nous liait.
À partir du moment où quelqu'un déchire le contrat, eh bien, le contrat est terminé. Aujourd'hui, pour moi, c'est un président illégitime et illégal. Et en plus, encore une fois, regardez toutes les catastrophes que cet homme accumule les unes après les autres. Et la dernière catastrophe, c'est de nous sortir de notre milieu africain. Vous savez, c'est moi qui ai initié la politique d'ouverture vers l'Afrique. Parce que la Tunisie se devait de s'ouvrir vers l'Afrique. Il ne faut pas oublier que l'Afrique fait quand même l'objet de, je dirais, de politiques, comment dire, d'ouverture d'un certain nombre de pays. Le Maroc, la Turquie, la France, tous les pays du monde sont en train de s'ouvrir sur ce continent. Et pour moi, il était important que la Tunisie s'ouvre sur ce continent. Et voilà ce qu'il trouve à dire, c'est que j'aurais été payé, moi ou je ne sais pas qui, par des sommes d'argent pour ouvrir le pays à des hordes d'Africains. Alors qu'en fait, on l'a ouvert aux étudiants, parce qu'il était important que des étudiants viennent de nos universités. On l'a ouvert aux malades africains parce que nos hôpitaux sont de bonne qualité, etc. Et cet homme confond un peu tous ces hommes qui sont en situation, tous ces hommes et ces femmes en situation légale avec ce qu'il appelle des hordes, avec un discours absolument raciste. Il y a des conséquences, parce qu'il y a eu des agressions constatées. Il y a eu des agressions contre des Tunisiens noirs. Il y a eu des agressions contre des étudiants. Il y a eu des agressions terribles. Et cet homme, et c'est ça... pourquoi je dis qu'il est extrêmement dangereux, il a réveillé cette espèce de fange qui existe chez tous les êtres humains, espèce de racisme qui existe dans toutes les populations du monde, où vous avez, par un discours populiste, vous réveillez un peu tous ces démons qui sont à l'intérieur des gens pour leur dire, voilà, le responsable de vos malheurs, ce sont les étrangers, etc. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Vous savez très bien que le racisme, c'est cette haine et cette peur de l'autre. En fait, on projette sa propre haine de soi et sa propre peur de ses échecs sur les autres. Donc, comme le pays est en situation d'échec, qu'est-ce qui est plus facile? C'est justement de donner à cette population en situation d'échec, en situation de haine de soi, quelqu'un à haïr, quelqu'un sur lequel projeter ses frustrations. Et c'est en ce sens que cet homme est extrêmement dangereux, parce qu'il réveille ce qu'il y a de pire dans le peuple tunisien. Je vous assure que la révolution tunisienne a réveillé ce qu'il y avait de meilleur en nous. J'ai vu les Tunisiens fraterniser, j'ai vu les Tunisiens heureux, j'ai vu les Tunisiens fiers etc. Et nous avons basculé maintenant de l'autre côté, où maintenant, c'est la haine de soi, c'est la colère, c'est la frustration, c'est la haine des autres, etc. Et cet homme symbolise un peu cette mutation psychologique catastrophique. Alors, il y a eu aussi des arrestations d'opposants. Dernièrement, Jawar Ben Barek. On a vu les médias être mis sous contrôle très sévère. Amnesty International parle de chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques. C'est le retour à l'ère Ben Ali? Absolument. C'est ça qui me désole, c'est que lui, il parle, il dit toujours, il n'est pas question de revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir à la troïka détestée, détestable d'après lui, etc. Et en fait, cet homme nous a ramené 30 ans en arrière. Nous sommes revenus à 91. J'ai l'impression d'être en 91. À cette époque-là, j'étais aussi poursuivi, j'étais arrêté, je suis passé en jugement, je suis venu me réfugier en France en tant qu'exilé, etc. Donc on revient, on a l'impression qu'on est revenu 30 ans en arrière. Et alors que la Tunisie devait faire a fait un gigantesque bond en avant en devenant un État démocratique, un État ouvert, un État respecté, etc. Cet homme nous a ramené 30 ans en arrière, où maintenant nous sommes pointés du doigt par Amnesty International, où nous avons des hommes et des femmes de grande qualité morale. Je peux vous assurer que tous ces hommes qui sont actuellement en prison, c'est ce que la Tunisie produit. Mais tous les politiciens sont délégitimés, beaucoup, vous, d'autres. Voilà. C'est ça le discours populiste. Le discours populiste qui est d'ailleurs n'est pas propre à cet homme. Tous les populistes jouent là-dessus. Oui, tous les politiciens sont pourris, etc. Il n'y a que moi qui suis propre, il y a moi qui suis net, et il n'y a que moi qui suis le peuple. C'est un discours délirant, mais malheureusement, ça marche avec une frange de la population. Sauf que cette frange de la population a vite fait de comprendre qu'en fait, on lui vend que du vent. Qui soutient Kaïs Saïed? Ce n'est pas qu'un homme seul. Il y a des gens, évidemment, en Tunisie. On peut penser qu'il y a quand même une large frange. Et est-ce qu'il y a des pays étrangers qui soutiennent Kaïs Saïed dans son projet que vous décrivez? Il y a une partie de la population qui l'a soutenu à la fois par fatigue, par lassitude des atermoiements d'une démocratie qui était en gestation, qui n'était pas parfaite, évidemment. Il y a une partie de l'ancien système, de l'ancien régime, mais toute cette partie-là est en train de se rendre compte que cet homme l'amène à la catastrophe. Il y a, à mon avis, des cercles très étroits au sein de ce qu'on appelle l'État profond, qui
pensent que cet homme pourrait les protéger, mais moi je leur dis au contraire, vous allez couler avec lui. Puis ensuite, il y a des États étrangers. Malheureusement, notre révolution a été avortée, pas seulement à cause de facteurs internes, mais aussi à cause de facteurs externes. Il y a eu un veto régional sur la révolution tunisienne. Il n'était pas question que la révolution tunisienne réussisse parce que c'était la possibilité pour cette révolution de s'étendre à plusieurs pays. Et donc, il y a un veto régional qui a été mis en place dès 2011 et qui a participé justement à la défaite de la Révolution, et ça continue aujourd'hui. Il y a 3 ou 4 États, je ne vais pas les nommer, qui sont derrière cet homme et qui vont certainement continuer à le soutenir jusqu'à comprendre qu'en fait, cet homme ne peut pas servir leur intérêt, et peut-être qu'à ce moment-là, ils changeront d'avis pour nous mettre vous ne les quelqu'un d'autre. nommez pas, M. Marzouki? Mais parce que, vous savez, d'abord parce que je n'ai que des présomptions, je n'ai pas des preuves immédiates. J'aurai des preuves, là, maintenant, je vous les aurai données, mais je n'ai que des soupçons et des présomptions. Mais je vous assure que, d'après mon expérience, ça ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y a un veto régional sur la démocratisation de la Tunisie, de la démocratisation en arabe de façon générale, et que ce veto est tenu par 3-4 régimes de la région et peut-être hors de notre région. En conclusion, vous espériez que la France parle plus? Oui, moi je demande au président Macron et je demande à la société civile française d'abord d'intervenir pour qu'on cesse les persécutions vis-à-vis de ce que le pays a de meilleur. Les hommes qui sont actuellement derrière le barreau, que ce soit l'ancien Premier ministre, que ce soit l'ancien ministre de la Justice, que ce soit les chefs de l'opposition, c'est ce que la Tunisie a produit de meilleur. Donc je demande au président Macron et je demande à tous les démocrates d'intervenir. Oui, là, on va m'accuser de dire « ouais, vous faites intervenir les étrangers, etc. » Mais attendez, ce pays, la Tunisie, est actuellement un pays sous tutelle de 3-4 États étrangers. Donc, c'est un pays sous tutelle. Alors, demander à toutes les forces démocratiques dans le monde d'arrêter cette espèce de fuite en avant qui va coûter très cher aussi bien à la Tunisie qu'à la région, à toute la région, parce que l'instabilité politique donc en Tunisie va tout simplement accélérer les flux migratoires et ça va recommencer. Donc, il est important que les pays démocratiques interviennent pour que quelque chose, au moins pour qu'on puisse arrêter cette folie sécuritaire qui va mener les pays à l'explosion. Monsef Marzouki, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien.